à la recherche au service des bibliothèques de l'UQAM et également membre du réseau CIRCE. Puis aujourd'hui, je suis accompagnée par deux de mes collègues, donc Sophie Trollier et Alexandre Mété, qui sont bibliothécaires à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM également. Donc, avant de commencer ce webinaire, donc comme je l'ai dit sur les enjeux de l'IA générative dans le contexte de la publication savante, juste quelques petites considérations sur le déroulement parce que on est quand même assez nombreux sur l'appel, donc pour être certain que tout se passe bien. Déjà, d'abord, on voudrait remercier le réseau CIRCE de nous avoir donné l'opportunité d'offrir ce webinaire-là. Merci également pour tout le travail logistique qui est derrière l'organisation d'événements comme ça. Donc, on sait que c'est un travail qui est parfois invisible, mais qui est ô combien nécessaire. Donc, le webinaire est enregistré. Par contre, lorsqu'on va arriver à la période de questions, on va demander à ce que l'enregistrement soit arrêté pour que les gens qui préfèrent poser des questions sans être filmés puissent s'exprimer. Donc, pour cette raison-là, je vous demanderai de garder les questions à la fin. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Si pendant la présentation, vous avez, par exemple, une idée que vous voulez partager ou vous voulez réagir spontanément, vous pouvez le faire via le clavardage. Par contre, nous, on n'interviendra pas dans le clavardage, mais j'invite mes collègues bibliothécaires en communication savante à répondre dans le clavardage s'ils le veulent bien. Et puis finalement aussi, juste vous signaler que les diapositives, la présentation va vous être remise à la fin via, j'imagine dans les quelques jours, là, via le réseau CIRCE. Puis vous aurez donc les diapositives, mais vous aurez aussi la bibliographie qui est assez étoffée, en fait, là, qui a été faite par Sophie et Alexandre, auquel vous allez avoir accès. Donc, nos objectifs aujourd'hui. Premièrement, connaître les usages de l'IA générative dans le contexte de l'édition savante. Donc, édition savante est important ici, là. Donc, c'est ça le thème de de notre webinaire. Comprendre également les enjeux qui sont associés à cette utilisation-là. Puis finalement, voir un peu comment c'est possible d'encadrer l'usage de ces outils, mais tout en étant dans le respect des principes de l'éthique et de la recherche. Comme toute présentation, évidemment, il y a certaines limites. Donc, comme je l'ai dit, nous, on est issus du milieu des bibliothèques. Donc, on est bibliothécaires, des gens du domaine de la documentation. Alors, la perspective dans laquelle on sent est une perspective qui est en sciences de l'information. Donc, on n'est pas des informaticiens. Gardons également en tête que l'IA est en évolution constante, on le sait. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans 3 mois. Donc, jusqu'à hier, en fait, il y avait des tableaux qu'on a ajoutés parce qu'il y avait de la nouvelle information qui était portée à notre attention. Aussi, rappeler que les outils d'IA générative dont on va discuter, ce sont ceux qui sont commerciaux et en info nuagique. Donc, on n'abordera pas la question de ceux qui peuvent être installés localement. Puis finalement, notre présentation a une portée générale. On sait que parfois, pas parfois, il y a des particularités disciplinaires, notamment lorsqu'il est question de publication scientifique. Mais dans le cas de la présentation d'aujourd'hui, on va rester vraiment, c'est ça, général. Donc, sans plus tarder, et en fait, dernier point, un peu avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, on trouvait important pour parler de l'IA de prendre un petit pas de recul par rapport à ce sujet-là, en étant conscient que l'intelligence artificielle s'inscrit dans un contexte de transformation sociale quand même un peu plus là, large, en fait, que, que d'autres, que pourraient l'être d'autres sujets, même si généralement tous les sujets s'inscrivent dans un contexte de transformation sociale. Mais pour illustrer, en fait, à faire appel excusez-moi, pour rendre conscience de ça, on a décidé de faire appel au sociologue allemand Hartmut Rosa, qui, en 2003, a écrit un texte qui s'appelle Social Acceleration, Ethical and Political Consequences of Desynchronized High-Speed Society. Dans cet article-là, en fait, Hartmut Rosa théorise ce qu'il appelle le cycle de l'accélération en stipulant qu'il y a 3 formes d'accélération. Donc, l'accélération technologique, l'accélération du changement social et l'accélération du rythme de vie. On peut supposer que l'IA s'inscrit dans l'accélération technologique. Donc, ce cycle, pour lui, va comme suit. La technologie accélère les changements sociaux.
Les changements sociaux accélèrent le rythme de vie et le rythme de vie s'intensifie et crée une demande pour plus de technologie. Donc, selon nous, en fait, l'IA illustre quand même assez bien cette grille d'analyse. Lorsqu'on parle de publications savantes, on peut dire qu'on a plus de publications, plus de données, plus d'IA pour les analyser et encore plus de publications. Ça donne en fait un peu l'impression dans les lectures qu'on en fait que le publish or perish devient finalement un publish faster or perish. Il y a beaucoup de lectures qu'on a faites qui vont dans ce sens-là. Donc là, évidemment, on a choisi de vous présenter un tableau qui est le nombre de soumissions qui a été soumis à la plateforme Archive. Donc, dans cet article-là, ils font une comparaison entre le nombre de soumissions qui a été soumis en 2019 et le nombre de soumissions qui a été soumis en 2023. Donc, un an, en fait, après l'arrivée ou la démocratisation, si on peut dire, de l'outil d'OpenAI ChatGPT. Donc, on remarque qu'entre 2019 et 2023, pour, par exemple, en sciences, les disciplines comme sciences de l'informatique, on a eu une augmentation de 200 physique 44 et mathématiques 22 Donc, c'est une tendance. Là, comme je l'ai dit, on est conscient là, que ce sont des disciplines en STEAM, là, donc sciences, technologies, informatique et mathématiques, mais c'est une tendance qu'on a vue puis qu'on a lue dans plusieurs articles qui nous ont permis de créer ce webinaire. Donc, maintenant qu'on est bien conscient des limites et que nous sommes ancrés théoriquement, la suite de la présentation va se faire comme suit. Donc, premièrement, on va discuter des enjeux spécifiques à l'IA, donc ses usages, mais aussi des contre-exemples. Ensuite, la deuxième partie va se concentrer plus sur les orientations politiques, donc les orientations officielles, mais également ce qui fait consensus. Puis, dans la troisième partie, on va proposer une démarche pour encadrer l'usage de l'IA dans les publications scientifiques, sachant que nous, c'est une proposition qu'on fait, puis que les décisions vont revenir aux directions de revue. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à mon collègue Alexandre qui va vous parler plus spécifiquement des enjeux. Oui, alors bonjour. Alors pour cette première partie, nous allons définir les différentes technologies d'intelligence artificielle qui concernent l'intelligence artificielle générative, présenter les principaux enjeux liés à l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle avec quelques contre-exemples, pardon. C'est ça. Donc, en fait, pour bien réglementer, c'est important là, pour nous là, de développer une littératie sur le sujet, de distinguer les différentes catégories d'outils. Ça permet en fait de ne pas tout mettre dans le même panier. Le diable est souvent dans les détails. Euh, Juste préciser d'entrée de jeu là, que c'est un survol rapide, simplifié. Alors, il y aurait beaucoup de nuances à apporter, mais on est limité dans le temps, donc faut garder en tête que c'est un survol rapide et simplifié. Voilà. Alors, l'intelligence artificielle, c'est d'abord une science, hein, celle qui consiste à faire par des machines des choses qui nécessiteraient de l'intelligence si elles étaient faites par des humains. L'IA, c'est pas apparu récemment, hein. De fait, on situe souvent la naissance de l'intelligence artificielle à la conférence de Dartmouth en 1956, hein, ce qui fait que cet été, ça va faire 70 ans. L'intelligence artificielle, c'est aussi un vaste ensemble de technologies qui va bien au-delà de l'intelligence artificielle générative. On peut penser à la robotique, au système de recommandation, traitement automatique des langues, la reconnaissance d'images. Et c'est ça, les personnes dans le domaine de l'informatique nous disent que dire une IA ou de l'IA n'a pas de sens, et qu'il serait donc préférable d'utiliser en fait, c'est ça, d'employer un outil ou un système d'intelligence artificielle. Et concernant l'intelligence artificielle générative, ben, c'est une technologie qui, comme son nom l'indique, génère. Alors, ça peut être du texte, mais ça peut être aussi de l'image, du son, de la vidéo, du code informatique. Euh, L'intelligence artificielle générative de texte, alors au niveau de son fonctionnement, donc un outil d'IA générative, est conçu pour déterminer le prochain mot. Plus spécifiquement, c'est un jeton, mais on peut dire mot pour simplifier,
sur la base d'une probabilité statistique. Alors, cette probabilité-là va être établie selon, d'une part, le corpus sur lequel le modèle a été entraîné, et d'autre part, une interprétation et le contexte de la demande, et non pas de la logique ou du raisonnement. Euh, Et donc, comme ça dépend beaucoup du corpus, hein, donc dans l'exemple qu'on a ici, ben, c'est ça, le chat a plus de chances de dormir que de négocier. Et il y a plus de chances de dormir sur un tapis que sur un nuage. Ceci dit, si j'ai entraîné mon modèle sur de la littérature, particulièrement sur de la littérature jeunesse, ben, il y a peut-être plus de chances de négocier que de dormir ou de dormir sur un nuage que sur un tapis. Les réponses qui vont être générées imitent, c'est ça, plutôt bien l'humain. Par contre, c'est ça, l'humain a une tendance à associer langage et intelligence, mais bon, peut-être peut-être, c'est un lieu commun, mais quand même préciser qu'un outil d'intelligence artificielle générative ne comprend pas ce qui est produit. Puis c'est ça pour reprendre les mots de Emily Mander, qui est professeure de linguistique spécialisée en intelligence artificielle. Elle décrit essentiellement un outil d'intelligence artificielle générative comme un perroquet stochastique. Donc, c'est un peu à l'image du perroquet qu'on peut entraîner à prononcer quelque chose d'une manière qui fait sens pour l'humain. N'en reste pas moins que le perroquet n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Il fait juste prononcer des sons qu'on lui a appris. Voilà. Alors, une intelligence artificielle, un système d'intelligence artificielle générative de texte va, c'est ça, s'appuyer sur un grand modèle de langue créé par l'entraînement de données massives. Alors, c'est ce qu'on a dans le coin supérieur droit ici, ou dans lequel donc l'entraînement va chercher à identifier des patterns. Ce corpus d'entraînement-là, on pourrait dire historiquement, là, mais donc d'abord et avant tout, ce sont des données qui proviennent du web anglophone. Essentiellement, ça a été Wikipédia, ça a été des blogs, des forums de discussion, des livres disponibles sur le web, des articles de journaux. Et donc, cette collecte de données massives, c'est beaucoup axé, donc au niveau de la construction des modèles de langue, c'est beaucoup axé sur la quantité. Euh, et donc, on peut le constater aussi, là, essentiellement, ils n'ont pas été entraînés à la base sur des contenus scientifiques. Ceci dit, les choses sont en train de changer parce que les grandes compagnies de la tech et d'intelligence artificielle euh, signent des ententes avec des grands éditeurs pour avoir accès aux publications savantes pour entraîner leur modèle. C'est aussi important de comprendre que le corpus d'entraînement sur lequel a été basé le grand modèle de langue, ce n'est pas une base de données dans laquelle l'outil va venir piger de l'information. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. En fait, les données d'entraînement vont être éventuellement écartées pour laisser place à une base de données vectorielle, d'une manière simplifiée ici. Donc, dans le schéma qu'on a ici, une personne va interroger un robot conversationnel, hein, un chatbot, à l'aide d'invites faits avec le recours de ce qu'on appelle le langage naturel. Et la réponse qui est produite va être, là, je le rappelle, là, sur une base de probabilité statistique. Par contre, c'est ça, on se rend compte là, parfois qu'au niveau des résultats, il y a évidemment de l'information qui est incorrecte qui est présentée, mais on va y revenir un petit peu plus tard. En terminant, c'est ça, là, bien que beaucoup de personnes s'en servent comme un moteur de recherche, hein, d'un point de vue sciences de l'information, ce n'est pas un moteur de recherche. On retrouve aussi la génération enrichie d'informations. En anglais, on appelle ça Retrieval Augmented Generation. On va employer souvent RAG. C'est une architecture qui est complémentaire à l'intelligence artificielle générative, qui vient justement donc réduire la fabrication parce qu'elle fait appel à de l'information externe. Ceci dit, ça peut encore produire des erreurs.
Des outils qui vont servir à extraire de l'information, résumer des contenus, expliquer, voire expliquer. Mais la question à se poser, c'est de quel type d'informations externes ces outils-là vont avoir accès. Alors, j'en ai mis ici trois catégories, hein. On a, entre autres, ça peut être des documents spécifiques qu'on va téléverser, par exemple des articles en format PDF. Ça peut être des index de publications scientifiques. Ou une troisième catégorie, en fait, qui serait accès au web par le biais d'un moteur de recherche connecté grâce à une API. C'est juste important de comprendre que c'est un accès à un moteur de recherche web, pas au web comme tel. On retrouve une variété de catégories d'outils d'intelligence artificielle dont beaucoup là, vont intégrer de l'intelligence artificielle générative. J'en présente quatre ici. Alors, bien sûr, on a d'abord les outils d'intelligence artificielle générative, là, dans leur, on va dire, plus simple expression. Ce sont des outils généralistes qui peuvent synthétiser un texte ou vous produire un poème en alexandrin ou une recette de muffin aux carottes. Alors, ce sont surtout des plateformes commerciales hein, qui sont clés en main. Euh, on ne va pas nécessairement aborder ça en profondeur, mais c'est quand même peut-être intéressant de souligner qu'il existe aussi des manières de procéder différemment, par exemple à l'installation locale de modèles en code source ouvert. Alors, il y a trois plateformes ici que je mentionne, là, il y en a certainement d'autres, entre autres Olama, LM Studio et Hugging Face, qui permettent d'avoir accès à des milliers de modèles. Euh, donc, ce qu'on va appeler des petits modèles de langage qu'on peut installer localement et qui permet donc de réduire plusieurs enjeux qu'on va voir là, prochainement. Une deuxième catégorie, c'est la génération enrichie d'informations. C'est quelque chose que je disais un petit peu plus tôt, qui est donc une catégorie distincte d'intelligence artificielle générative au sens strict. Euh, on a ici donc trois catégories, mais évidemment, c'est pas, ça ne se tranche pas au couteau, mais on a des plateformes web qui sont dédiées pour le milieu universitaire, hein, donc Elicit, SciSpace, Consensus. Et on a aussi donc l'intégration dans des bases de données universitaires qu'on connaît bien, euh, par exemple Scopus AI, Web of Science, Research Assistant, selon les abonnements disponibles auprès des universités. Et une troisième catégorie qui serait donc un outil d'intelligence artificielle générative auquel on peut donc relier, par exemple, un moteur de recherche web grâce à une API. Deux autres catégories, notamment en soutien à la rédaction. Alors, ça va être des outils qui vont nous servir pour la traduction, la reformulation. Bon, on connaît DeepL, Grammarly probablement, et Antidote, là, dans sa version 12 maintenant, intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle générative, ce qui nous permet notamment de nous proposer des reformulations de texte. Et enfin, une quatrième catégorie qui est le soutien à la recherche de documentation savante. Alors, on va avoir des outils qui vont intégrer l'intelligence artificielle générative, par exemple Semantic Scholar ou Asta, et d'autres outils qui n'intègrent pas l'intelligence artificielle générative, qui sont, par exemple, dans ce cas-ci, des outils qui nous servent à faire à cartographier la littérature savante, comme Connected Papers et Research Rabbits. Peut-être un peu l'éléphant dans la pièce, donc parler des outils de détection. On retrouve donc de nombreux outils de détection à l'utilisation d'intelligence artificielle de texte, des outils qui peuvent être payants, gratuits. On peut penser là, à GPT-0, Turnitin, il y en a, et il y en a une pléthore. C'est une industrie qui est lucrative, que je peux considérer comme des pompiers pyromanes, donc qui nous amène une solution technologique pour un problème technologique créé, donc encore là, par l'intelligence artificielle générative. Au niveau de son fonctionnement,
le résultat se présente en fait comme une supposition probabilistique qui va être basée sur des modèles linguistiques. Alors essentiellement, ces outils-là vont chercher à identifier des variations stylistiques, analyser le vocabulaire, euh, donc voir des variations de patterns. Alors c'est très différent en termes de mode de fonctionnement des détecteurs de plagiat traditionnels qui vont chercher donc des extraits précis de texte. Alors, au niveau des détecteurs de plagiat, on est dans une approche très binaire, hein, c'est présent ou c'est pas présent. Et dans les outils de détection, ben, on est dans un certain flou, euh, un pourcentage, là. Est-ce que c'est 60%, est-ce que c'est 50%, est-ce que c'est 30%? Puis là, il faut interpréter ça. Alors, les études montrent généralement le peu d'efficacité de ces outils où on va retrouver donc une bonne quantité de faux positifs et de faux négatifs. Alors, pour conclure là-dessus, on peut considérer que ces outils-là offrent un faux sentiment de sécurité, en plus d'être, il faut le dire, problématiques à la fois sur les plans éthiques et légaux. Donc, au final, on ne les recommande pas. Maintenant, au niveau des enjeux qui sont liés à l'utilisation, alors il y en a un bon nombre. On a ici une petite liste qui n'est pas exhaustive. Euh, alors d'abord, il faut dire qu'un système d'intelligence artificielle génératif produit, vient même amplifier des biais sociaux qui vont être présents dans les corpus d'entraînement. On peut penser à des biais linguistiques, des biais sexistes, racistes, etc. On vient parler aussi de biais d'ancrage lorsqu'une personne va s'appuyer sur un outil d'intelligence artificielle génératif pour déterminer une orientation. Il y a beaucoup de gens qui peuvent utiliser ça, par exemple, pour questionner, euh, trouver des idées. Bon, ben, c'est ça, on va parler de biais d'ancrage. Euh, on parle aussi de fabrication, hein. On peut entendre parfois hallucination, mais bon, personnellement, je préfère fabrication. Euh, Ce sont en fait des inventions qui peuvent être partielles ou complètes, hein. On peut penser, par exemple, à des références de publications qui n'existent pas. Un système d'intelligence artificielle générative peut aussi produire des erreurs. On peut penser à des erreurs de compréhension, par exemple, ou énoncer des faussetés. Euh, on va parler d'inconsistance aussi, c'est-à-dire c'est le fait que les résultats qui vont être produits vont différer selon la formulation de l'invite, selon l'outil que je vais employer, selon la version que je vais employer de l'outil que je vais employer, voire même d'une journée à l'autre, si même j'utilise la même formule d'invite, le même outil, la même version. Enfin, euh, si je téléverse donc des contenus concrètement, ben, c'est déposer ces documents-là, enfin pas que des documents, là, mais ces informations-là sur les serveurs de l'entreprise, hein, qui sont souvent hors du Canada, pour ne pas dire beaucoup aux États-Unis. En termes de propriété intellectuelle, ben, ça va être problématique s'il s'agit de contenu dont vous ne détenez pas les droits. On peut penser par exemple à des manuscrits ou des articles publiés. Et donc, ça contrevient à la loi sur le droit d'auteur. Au niveau des informations personnelles, ben, si les contenus donc, comprennent de l'information personnelle, ça peut être des entretiens, ça peut être des curriculums vitae, des contrats, ben, ça contrevient notamment à la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. C'est ça, comme je disais, la liste n'est pas exhaustive, là, mais déjà, là, on peut voir que ces enjeux-là contreviennent directement à l'intégrité de la recherche et à la conduite responsable en recherche. Euh, euh, Juste pour terminer sur les enjeux, là, il y a aussi de nombreux enjeux qui sont liés à l'industrie de l'intelligence artificielle, là, qui, à mon avis, là, gagnerait à être mieux connus et considérés. Bon, c'est ça, le manque de temps fait en sorte là, que je ne vais pas les aborder ici, mais je vais quand même mentionner rapidement des enjeux majeurs comme le désastre que ça constitue pour l'environnement, l'abus et l'exploitation de personnes du Sud, particulièrement du Sud global, là, dans l'entraînement des modèles,
et le pillage de la propriété intellectuelle. Bonjour tout le monde. Donc maintenant, on va passer aux usages. Donc, l'IA générative est utilisée par les différentes parties de l'écosystème scientifique. Donc, elle crée certaines opportunités qui peuvent être significatives. Donc, on va regarder ensemble les différents types d'usages possibles. À commencer pour les personnes autrices. Elles peuvent utiliser à différentes étapes du cycle de la recherche scientifique, en soutien à l'idéation ou la problématisation, par exemple, pour identifier de nouvelles idées et tendances. Pour la méthodologie, donc tout ce qui concerne la planification ou la structuration. Aussi pour le nettoyage, la fusion et la gestion des données. En soutien à l'analyse, comme valider certaines hypothèses. En soutien à la rédaction, puis je vais revenir sur ce point dans un instant. Et pour l'évaluation du contenu, donc comme interroger l'IA générative pour vérifier si les variables sont bien définies. Ce qui est souvent mentionné par les personnes utilisatrices quant aux bénéfices en fait, de l'IA générative, c'est celui de gagner du temps et de gagner en productivité. Elle sert aussi à rassurer, donc à répondre aux besoins de validation. Aussi, les outils d'IA sont toujours disponibles. Donc, ça permet d'interagir avec un interlocuteur en tout temps et sans délai. On donne ici un exemple pour la rédaction, mais en fait, ça peut s'appliquer pour d'autres étapes du processus de recherche. Peut-être 3 éléments ici. Donc, on voit que l'éventail en fait, des usages est très large pour une seule étape de la recherche, donc ici la rédaction. Aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'outils en fonction des différentes tâches aussi. Et surtout, ce qu'on se rend compte, c'est que toutes les tâches ne se valent pas. Donc, relever des erreurs d'orthographe, ce n'est pas la même chose que générer du texte à partir d'une invite. Et pourquoi c'est important de mentionner ça? C'est que lister les différentes tâches de façon détaillée, ça va permettre aussi de statuer plus facilement sur ce qui est permis et ce qui n'est pas. Les personnes réviseurs, donc, c'est ça, s'assurent de l'originalité, de la qualité, de l'intégrité aussi de la recherche, en vérifiant les étapes et la démarche scientifique. Dans ce contexte-là, l'IA générative, l'intelligence générative peut aider pour certaines tâches comme pour la lisibilité du contenu. Donc, comme par exemple, s'assurer que les références dans le texte correspondent bien à celles qui sont dans la bibliographie. L'IA devient aussi un outil pour découvrir d'éventuels problèmes éthiques, tels que la détection du plagiat pour un premier niveau de vérification. Et pour l'évaluation des manuscrits, les personnes réviseurs peuvent se doter d'un gabarit d'évaluation structurée. Donc, l'IA générative peut aider à faire ce gabarit-là. Et aussi peut être une aide pour formuler des commentaires en s'assurant qu'ils soient constructifs, clairs, etc. Il est mentionné aussi que les personnes éditrices peuvent utiliser des outils d'IA génératifs pour accélérer les flux de travail. Dans la littérature, les usages de révision par les personnes réviseurs et éditrices sont conjoints souvent. Donc, on a essayé de les départager ici. Je pense que les tâches aussi peuvent différer selon les contextes.
Donc, voici certains usages possibles. Donc, notamment faire un premier tri des manuscrits. Dans la littérature aussi mentionné que ça peut aider à identifier un bassin diversifié, un bassin plus large des personnes réviseurs. Ça peut permettre aussi de faire une première synthèse des avis des personnes réviseurs. Maintenant, ces usages peuvent conduire à des dérives. Il est arrivé en fait de voir des sections rédigées par l'intelligence artificielle générative, puis on retrouve certaines phrases types, donc c'est assez facile de les identifier. Donc des phrases générées par les outils. Une autre erreur aussi, assez flagrante, générée par ces outils, c'est dans la formulation douteuse de certaines expressions, ce qu'on appelle en anglais les tortured phrases. Donc, pour donner un exemple, on va retrouver dans un article l'expression huge information au lieu de big data. Donc, voici un premier exemple, un premier contre-exemple en fait. C'est un article qui a été publié puis rétracté. Donc, il y a une mention assez complète en fait émise par PLOS. Vous pourrez jeter un œil. Donc, PLOS indique en fait son inquiétude concernant la non-déclaration d'outils d'IA dans la génération du texte. Et aussi, il est mentionné que PLOS n'a pas été capable de vérifier plus d'un quart des citations du texte. Un autre exemple qui montre l'usage de l'IA générative pour la rédaction. Donc ça, c'est un article qui a été publié dans Radiology Case Reports. Il a également été enlevé. Puis cela fait écho à ce qui a été mentionné un peu tout à l'heure, mais on retrouve en fait dans le texte des phrases type générées par l'IA comme I am an AI language model, I'm very sorry. On est vraiment désolé aussi. Donc, et ça, je vous rappelle, en fait, ce sont des articles quand même qui ont aussi passé par la révision par les pairs. Dans cet article, l'IA générative est utilisée pour la création d'images. Donc, un article de la revue Cell and Developmental Biology. Il a été rétracté aussi. Donc là, l'usage de l'IA générative ne fait aucun doute. Donc, vous voyez l'image du rat avec des parties génitales complètement disproportionnées, n'est-ce pas? Donc, voilà. Concernant le processus de la révision par les pairs, Timothée Poiseau, qui est professeur de sciences biologiques à l'Université de Montréal, donc met en garde dans cet article-là contre l'usage de l'IA générative, puis mentionne que la personne autrice attend à recevoir des commentaires par ses pairs, donc par des humains, et non du texte formaté par une machine. Donc, pour lui, l'objectif de la science, c'est de produire un travail de recherche substantiel et non performatif. Donc, dans la littérature, en fait, il y a plusieurs mises en garde concernant le recours de façon systématique et non responsable des outils d'IA au niveau de la recherche scientifique. Là, on se concentre sur les risques d'un appauvrissement de la connaissance, donc versus de l'information scientifique fiable et de qualité. Donc, il est beaucoup mentionné en fait que l'IA générative ne permet pas de capter la complexité du contenu scientifique
sont des outils généralistes, on l'a nommé tantôt. Donc, seul l'humain peut avoir une pensée critique des sujets qui sont très pointus, très spécialisés. On parle aussi de la monoculture du savoir. Donc, ce sont des outils qui se basent sur l'existant, donc ce qui a déjà été écrit. Donc, on a probablement à regretter un manque dans la diversité des points de vue. Aussi, une autre faiblesse de ces outils, c'est dans l'évaluation de la nouveauté. Euh, euh, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc, l'effet miroir, en fait, c'est euh, l'IA qui fabrique du contenu adapté au profil de la personne utilisatrice. Donc, qui garde en mémoire aussi le profil, les anciennes conversations, etc. Et il y a un risque à ce qu'on assiste à la situation qu'on appelle closed loop, c'est-à-dire que la machine se retrouve à la fois dans l'article initial et aussi dans l'article final, si toutes les parties prenantes utilisent l'IA générative. Maintenant, pour cette deuxième partie, c'est ça, il sera question de repères en vue de l'élaboration d'une politique sur l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. C'est ça, je présenterai les principales organisations de référence et le consensus là, qui se dégage de leur position. D'abord, pourquoi et pour qui prendre position? En fait, protéger l'intégrité de la recherche en définissant des attentes en matière de transparence, de responsabilité, d'utilisation responsable des outils d'intelligence artificielle. Ça sert aussi à identifier exactement ce qui est autorisé, ce qui permet d'apporter clarté, cohérence aux personnes autrices, aux évaluatrices et éditrices. C'est faire preuve de leadership, de crédibilité auprès de son lectorat. Ça évite d'imposer une charge réactive aux personnes éditrices lorsque peut survenir des situations. Et enfin, ça permet aussi de s'aligner sur les normes, sur les organismes subventionnaires et de réglementation. Les grands organismes de référence, mais aussi des grands éditeurs, se sont prononcés sur ce qu'ils considèrent constituer de bonnes pratiques. On peut penser à COPE, Conseil européen de la recherche, ASTM, par exemple. On a mis les liens ici pour accéder à la documentation, à leur politique. De façon générale, bon, c'est ça, on mentionne aussi l'article de Charbonneau et Zhang qui vont déplorer d'une certaine façon le manque de granularité et de précision dans ces politiques-là. Donc, on peut certainement penser là, que les contenus vont se préciser avec le temps. Un cas un peu à part, pour les synthèses des connaissances, je mentionne là, quand même que Cochrane, Campbell, GBI et d'autres organismes collaborent actuellement là, à l'élaboration de lignes directrices pour une utilisation responsable de l'intelligence artificielle en contexte de synthèse de connaissances. Vous avez le lien ici en bas vers une première version qui a été publiée en 2024, mais une nouvelle est à venir prochainement. Maintenant, je passe rapidement là-dessus. Quelques exemples en contexte canadien, donc au-delà des grands éditeurs, si on peut s'intéresser à ce qui se fait plus localement. Vous avez deux exemples ici, deux éditeurs scientifiques et deux revues savantes là, qui se sont prononcées avec des politiques. Maintenant, en termes de consensus, ou disons relatif consensus, si on parcourt ces différentes politiques-là, donc il se dégage donc un
certaine unanimité. D'abord, le fait qu'un outil d'intelligence artificielle, étant donné que ce n'est pas responsable, que ce n'est pas imputable, donc ça ne peut pas être considéré comme un auteur. Que si le résultat qui est généré là, par un outil d'intelligence artificielle génératif comporte des erreurs ou des fabrications, ce sont ultimement toujours les humains qui sont tenus responsables et imputables. Aussi, l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle génératif est généralement acceptée pour ce qui est de la qualité du texte. On peut penser à des coquilles, la conjugaison, la syntaxe, etc. Et ce, sans déclaration. Cependant, pour toute autre utilisation, généralement, les personnes autrices doivent déclarer. Aussi, et on a vu un peu plus tôt pourquoi, mais l'utilisation est généralement interdite pour la création ou la modification d'images ou de données de recherche, et aussi en contexte de révision par les pairs. Enfin, de manière générale, au niveau des politiques, on va inviter au respect des différents principes d'intégrité académique. Et donc, je vais terminer cette partie-là en vous présentant un référentiel qui est issu par un collectif de chercheurs. Donc, c'est un référentiel qui est proposé, donc le référentiel FOCUS pour Framework for Optimal and Careful Use of AI in Science. Et donc, c'est un référentiel c'est ça là, qu'ils vont considérer utile là, pour permettre d'exploiter efficacement là, le potentiel des nouvelles technologies d'IA générative en contexte de recherche et de rédaction scientifique, tout en garantissant une utilisation éthique et l'intégrité de la recherche. Alors, ça consiste en 10 règles qui sont en fait en 3 étapes. Donc, c'est le avant, pendant et après l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle. Puis je vais juste mentionner en fait déjà ne serait-ce que le premier élément de leur référentiel est intéressant. Donc déjà de s'arrêter, de poser la question, qu'est-ce qu'on veut utiliser et pourquoi? En fait, quels sont les objectifs? Mais chacun de ces éléments-là est intéressant à prendre en considération. Donc, on va maintenant regarder ensemble comment encadrer l'usage de l'IA générative concrètement. Donc, on a vu que l'usage de l'IA générative a des impacts sur plusieurs éléments, donc tels que les principes reliés à l'éthique, le processus de révision par les pairs, les directives pour les personnes autrices, etc., etc. Donc, il va être important d'assurer une certaine cohérence entre ces politiques. Un autre point aussi, de différencier les rôles de chaque partie prenante et en fait de déterminer quelles utilisations sont permises et celles qui ne le sont pas. Et aussi de savoir jusqu'où aller dans la précision. Une fois que les utilisations sont définies, c'est aussi de dire celles qui sont à déclarer, donc celles qui sont obligatoires, celles qui sont facultatives, puis bien sûr celles qui sont interdites. Aussi, c'est de dire comment les déclarer, donc quoi mentionner dans la déclaration. Donc, c'est le comment et le où aussi. Donc, ou dans l'article. Et finalement, c'est de spécifier comment vont être gérées les situations en cas de non-conformité et les processus d'enquête et d'appel, etc. Donc, l'objectif dans tout cela, c'est que les personnes autrices et réviseurs doivent, c'est ça, comprendre quand et comment les outils ont été utilisés. Tout ceci dans un souci de transparence.
On veut remercier l'Association canadienne des revues savantes qui a élaboré un modèle en anglais avec une traduction en français. Le réseau CIRSE proposera aussi un gabarit, vous en serez informé. Donc, voici ici quelques éléments peut-être à réfléchir pour encadrer l'IA générative. Donc, pour les personnes autrices, donc se poser la question, mais qu'est-ce qu'on entend par qualité d'auteur pour la rédaction, on l'a mentionné plus haut, mais ça couvre une multitude de tâches. Donc, se poser la question, mais qu'est-ce qui fait partie intégrante du travail de la chercheur ou du chercheur et qu'est-ce qui est marginal. Ensuite, tout ce qui est les données, donc l'analyse, ça affecte directement le contenu de la recherche et de la publication, et aussi, bien sûr, la création ou la modification de visuels, etc. Au niveau de la déclaration, c'est de savoir quels sont les usages en fait que l'on déclare. Est-ce qu'on les déclare toutes ou seulement celles qui apportent une contribution qu'on dit plus substantielle? Et puis, qu'est-ce qu'on doit retrouver aussi dans la déclaration? Donc, l'information sur le nom de l'outil, la version, les différents usages, les tâches, comment ça doit être formulé, etc. Et aussi, où est-ce qu'on va retrouver la déclaration? Donc, est-ce que ça va être dans la section méthodologie, section remerciement, note bas de page, possiblement une section à part? Donc, un exemple peut-être, si c'est une aide à la rédaction, si c'est à être mentionné, peut-être la mettre dans le remerciement, mais si c'est une aide à l'analyse, peut-être la mettre dans la méthodologie. Donc, ça peut être aussi séparé. Donc, tout ça, c'est peut-être à y réfléchir. D'ailleurs, on a mis des exemples en annexe de déclaration de l'usage de l'IA dans des articles scientifiques. Donc, vous pourrez aller les consulter. Donc, peut-être pour terminer, quelques conseils. C'est sûr, on recommande vraiment de développer une littératie sur l'intelligence artificielle, de se tenir à jour. Là, peut-être je reviens aux 10 règles sur l'usage de l'IA qu'Alexandre parlait tout à l'heure. Donc, le graphique en cercle. Donc, avoir une bonne connaissance sur le sujet, c'est une des règles, en fait. Ça va vous aider, bien sûr, à encadrer l'usage de ces technologies. Il a souhaité aussi, on l'a déjà mentionné, une adéquation avec les politiques existantes. Tenir compte de vos valeurs. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que l'on vous propose? Qu'est-ce qui est possible de faire? Oui, mais au regard de l'éthique, dans le respect de vos valeurs. Consulter, discuter avec la communauté. Donc, c'est ça, on favorise l'échange, le dialogue. Aussi, ce qu'on trouve important, c'est s'appuyer sur des usages et non des technologies. Donc, peu importe le type de technologie ou l'outil utilisé, de toute façon, ça évolue tellement vite. Ce qui est important, c'est l'usage qu'on en fait. Prévoir l'évolution, donc les mises à jour. Toujours, je pense, le défi, c'est d'être à la fois précis, mais rester ouvert. Et dans le même ordre d'idée, en fait, c'est de revoir sa politique, de penser à la revoir régulièrement pour justement rester en adéquation avec les usages évolutifs. Alors, il y a des limites. Il faut avoir des attentes réalistes. C'est un processus en continu. Ce sont des ajustements à faire face. C'est des situations relativement récentes. Il n'y a pas de solution miracle. Donc, une politique ne va pas vous prémunir.
Ce qui est important, c'est que justement que le travail de la recherche se fasse sur une relation basée sur la confiance et la bonne foi. Et aussi, il faut prévoir un mécanisme en cas de mauvaise utilisation de l'IA. Donc, pour conclure, un mot d'encouragement, en fait, c'est d'y aller étape par étape, d'y aller à votre rythme pour prendre les décisions adaptées à vos situations, que ça se fasse avec l'ensemble des parties impliquées dans un esprit d'apprentissage et de confiance. Voilà. Donc, merci. Je retourne la parole à Edith. Oui, ben, merci beaucoup, Alexandre et Sophie. Donc, je vais arrêter le partage. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser, ouvrir vos micros, questions, commentaires pour les minutes qui restent. C'est le moment. Sophie, Valentin, si c'est possible, d'arrêter l'enregistrement pour que les gens puissent s'exprimer librement.